C'est vrai que la spéculation sur les marchés des matières premières agricoles est un gros problème. La spéculation, c'est une anticipation des prix et c'est l'un des outils de base d'un marché financier. Aujourd'hui, c'est aussi l'un des outils de base des marchés des matières premières agricoles. Et l'approche du droit a été très timide, pour ne pas dire ambiguë, vis-à-vis de cette spéculation, de cet outil, car le juriste n'a pas mesuré suffisamment, pas assez tôt, les enjeux fondamentaux qui étaient derrière. Et aujourd'hui, il essaye de rattraper ce retard. Alors, à l'origine, l'approche du droit est une approche formelle. On peut parler d'absence du droit, ou du moins d'un endormissement du droit, car l'idée a été de mettre au service des acteurs de la filière agricole et des opérateurs financiers les instruments juridiques nécessaires à cette spéculation. C'est le juriste qui est à l'origine de tout cela. C'est le droit qui a inventé les contrats à terme, qui sont en tout cas des prétendus contrats, qui sont là pour permettre aux opérateurs d'acheter de façon différée ou de vendre de façon différée, des contrats à terme qui sont devenus peu à peu, avec leur standardisation, de véritables instruments financiers, des dérivés agricoles, instruments dont la valeur dérive de celle des matières premières de base, instruments financiers qui se négocient sur des marchés financiers, des marchés à terme parallèles aux marchés physiques. Et tout cela a été fait dans une bonne intention, avec une bonne approche derrière, parce que cette spéculation était censée être utile. Et il est vrai qu'elle a une légitimité à l'origine, notamment elle a un but de couverture, car le but de ces contrats à terme est de permettre aux opérateurs de la filière agricole, agriculteurs, coopératives, acheteurs, vendeurs potentiels de matières premières agricoles, de se couvrir contre le risque de variation des prix, instabilité des prix, qui est naturelle pour un marché comme celui des matières premières, des prix qui sont tributaires des aléas, des récoltes, du climat, du stockage, voire des guerres. Et donc c'était une approche tout à fait légitime, et ces opérations de couverture ont une finalité de protection défensive contre la baisse des prix. C'est une forme d'assurance, c'est assez proche du mécanisme d'assurance. Et puis, ces contrats à terme, ces marchés à terme, assurent une liquidité du marché des matières premières, parce qu'il est évident qu'on négocie beaucoup plus facilement des instruments financiers que des tonnes de blé ou de riz. Donc, cette utilité est évidente. Mais c'est justement cet argument qui a endormi le juriste, car à aucun moment il ne s'est posé la question de savoir quel était l'objet de ces contrats, de ces marchés. Il ne s'est pas demandé si ce type de mécanisme a été adapté à une marchandise comme la nourriture, et si ces prétendus contrats, qui peuvent être défaits aussi facilement qu'ils ont été faits, convenaient pour des produits alimentaires. Et aujourd'hui, on peut dire que le juriste s'est réveillé. Alors, il y a un vrai réveil du juriste, provoqué par un phénomène relativement récent, et qui est celui de la financiarisation de ces marchés des dérivés agricoles. Et cela remonte à peu près à une dizaine d'années. Effectivement, depuis 2003-2004 à peu près, ces marchés ont été littéralement envahis par des investisseurs, par des opérateurs financiers qui ne sont ni acheteurs ni vendeurs potentiels de matières premières agricoles, qui ne sont pas là pour se couvrir contre les risques de fluctuation des prix, mais uniquement pour faire des profits, tout simplement. Des banques, des compagnies d'assurance, et je pense notamment à certains investisseurs très particuliers qui sont les fonds indiciels, créés par les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance,
qui sont des produits financiers offerts aux clients de la banque ou de la compagnie d'assurance, qui grossit de façon considérable à cette spéculation, et qui sont directement indexés sur les prix de ces matières premières. Or, le phénomène lui-même de la présence de ces opérateurs financiers sur les marchés des dérivés agricoles n'est pas nouveau, ils ont toujours été là, sauf qu'aujourd'hui, ils sont massivement présents. Ils occupent 65% de ces marchés actuellement, donc les spéculateurs, les opérateurs financiers sont aujourd'hui bien plus nombreux que les agriculteurs, les acheteurs potentiels, etc. D'où la question que beaucoup de juristes et beaucoup d'économistes se sont posés, est-ce que ce phénomène de l'ultra-financiarisation n'affectait pas l'instabilité des prix? Est-ce que cela ne l'accentuait pas? Est-ce que cela ne contribue pas à accentuer la tendance actuelle de hausse des prix, à l'accentuer de façon artificielle? Même constat pour beaucoup de juristes, beaucoup d'économistes, la réponse est oui, il n'y a pas de doute. Et là où les choses sont subtiles, est que même s'il y avait un doute, le juriste ne peut pas ne pas réagir. Il est obligé de réagir, et c'est une question de méthode, car le principe de précaution l'oblige à prendre des précautions en présence d'un doute légitime. Et le doute légitime, c'est le risque sérieux, ou même un risque qui est relayé de façon importante par l'opinion publique, par une inquiétude forte de l'opinion publique. Je pense qu'on peut difficilement imaginer un doute plus légitime et un risque plus sérieux que celui qui se trouve derrière cette spéculation-là, risque d'aggraver la crise alimentaire, risque d'aggraver l'insécurité alimentaire. Tout le monde a en tête les émeutes de la faim, 2007, 2008. Donc la réflexion collective est de plus en plus importante sur cette question, et c'est une évidence. En revanche, il y a en face une réaction qui est tout aussi importante, si ce n'est plus. Une réaction de rejet de la part de certains opérateurs financiers, de la part de certains universitaires. On peut dire que le monde universitaire a été divisé en deux sur cette question extrêmement politique. Et je me permets de vous livrer quelques arguments de ces adversaires de la régulation des marchés des dérivés agricoles. Quelques arguments, certains sont très surprenants. Par exemple, j'ai entendu dans une salle assez similaire à celle-ci, au mois de mars dernier, à Paris, que la financiarisation et la spéculation ne peuvent pas être excessives. J'ai entendu également que si on régulait ces marchés des dérivés agricoles, ce sont les banquiers qui devraient organiser des émeutes de la faim, parce que si on régule les contrats de gré à gré, qui sont actuellement très souples, eh bien on diminue leur marge de manœuvre, et donc cela leur enlève une bonne part de profit. Argument un peu plus sérieux, en revanche, est celui qui consiste à dire ces opérateurs financiers contribuent à assurer la liquidité de ces marchés à terme. Et c'est tout à fait exact. Sans des banques, sans des investisseurs qui jouent le rôle de contrepartie, il n'y aurait pas assez d'acheteurs de ces contrats à terme. Mais est-ce que la liquidité d'un marché peut être assurée à n'importe quel prix? Est-ce qu'il est absolument impératif qu'elle soit à son niveau actuel? Ça, c'est moins certain. Et puis, je voudrais juste dire quelques mots sur un argument qui est absolument central dans cet échange, dans ce dialogue qui n'en est pas un en réalité. C'est l'argument qui consiste à dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques entre la tendance actuelle de montée, de flamber des prix des matières agricoles et l'activité de ces spéculateurs financiers, l'activité des fonds indiciels. Il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est exactement le même argument que celui qui porte sur le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Plusieurs rapports là-dessus, un rapport d'une université américaine en 2010 pour le compte de l'OCDE. Je me suis amusée à regarder depuis cet été, et donc j'en ai compté 3 de plus,
je suis certaine que je n'ai pas tout vu, et certains de ces rapports, toujours de centres de recherche privés, font la conclusion que la spéculation sur les dérivés agricoles contribue à faire baisser les prix des matières premières. Et là, il faut faire la part des choses, parce qu'il est vrai, il est absolument certain que tous ne se comportent pas de la même manière. Il y a opérateurs financiers et opérateurs financiers, il y a les hedge funds et puis d'autres investisseurs qui ne se comportent pas forcément de la même manière. Sauf que derrière cet argument, il y a un lobbying absolument important, on en a parlé tout à l'heure. Il n'est à aucun moment question d'exception alimentaire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au moment où à peu près tout le monde est d'accord sur la responsabilité de la spéculation et de la finance dans la crise financière et immobilière, on puisse vanter les mérites de la spéculation sur un marché qui touche à la nourriture. Donc, on peut dire que le juriste s'est réveillé, mais on peut dire aussi que ce réveil a été très brutal, peut-être parce qu'il a été très tardif. Et donc aujourd'hui, le droit essaye d'avancer, essaye de faire face à cela, autant qu'il le peut. Donc il revient, il y a un retour timide du droit, mais c'est un retour timide. Donc je laisse la parole à ma collègue qui dira quelques mots sur la mise en œuvre de ce qu'on fait actuellement. Un retour timide, avec quand même une idée centrale, c'est que finalement les désordres de ces marchés spéculatifs sur des matières premières agricoles, en fait plus généralement, sont des désordres de la régulation financière. Donc, ce que l'on observe sur ce compartiment bien particulier des matières premières agricoles pose en réalité un problème beaucoup plus large en amont, qui est celui globalement de la régulation des marchés financiers, et pas n'importe lesquels, des marchés de gré à gré. Alors, bon, c'est très délicat dans le temps contraint de présentation d'aller dans le détail, mais globalement, quelle est la tendance actuelle ? La tendance, elle est de dire qu'on peut identifier des activités qui seraient, on pourrait dire par essence, spéculatives, et puis d'autres qui ne seraient pas spéculatives, c'est-à-dire qui seraient utiles à l'économie. Donc une vision très manichéenne, très binaire des choses. Et ça, c'est ce que le législateur français a voulu faire. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, où il a imposé aux établissements bancaires d'isoler dans une filiale ad hoc toutes les activités dites spéculatives. Et il y a une disposition phare dans cette loi de régulation des activités bancaires, c'est l'interdiction à cette filiale ad hoc d'effectuer des opérations spéculatives ayant pour sous-jacent des matières premières agricoles. Donc on a quand même, on va dire, un affichage très fort, en tout cas sur le papier, pour limiter les opérations spéculatives sur les matières premières agricoles. En réalité, on ne traite le problème que par un tout petit bout, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg, parce que l'essentiel du trading, en fait, il ne se fera pas dans cette filiale ad hoc, il restera au cœur des activités, notamment de tenue de marché ou de compte propre des banques. Donc en réalité, on ne peut pas dire qu'on passe à côté de l'enjeu, mais presque. Autre élément important, c'est les projets de réforme en cours, donc cette fois-ci à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'on est en train de refondre les structures de marché, donc repenser ce que la directive MIF, marché d'instruments financiers, avait mis en place à partir de 2004, et on a plusieurs textes importants, le règlement EMIR, qui permet de réguler les produits dérivés, et puis ce qu'on appelle la directive MIF 2. Donc là encore, allons à l'essentiel. Quel est l'esprit de ces textes? L'esprit est de dire que ces marchés, de gré à gré, qui ne sont pas régulés, qui sont des marchés opaques sur lesquels on n'a pas de prise, doivent pouvoir être l'objet d'un encadrement minimal. Et cet encadrement doit permettre de compenser ces produits dérivés.
Donc l'idée finalement est d'instaurer une sorte de traçabilité, de meilleure connaissance de ces contrats de gré à gré, et c'est à la fois, on va dire, l'enjeu et tout le problème qui se pose à nous, parce qu'on n'a pas de véritable prise sur ces marchés qui opèrent en dehors des marchés réglementés. Donc tout l'enjeu pour les années à venir sera finalement de réfléchir à ces contrats financiers, contrats de gré à gré qui sont proposés par un normalisateur privé qui est l'ISDA. Et s'il devait y avoir une réflexion majeure à mener à l'heure actuelle, il me semble que c'est sur la formalisation de ces contrats, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas, par exemple, des conflits d'intérêts. On a parlé de lobbying précédemment à la table ronde qui nous a précédés. Il faut savoir que là aussi, dans les comités d'experts qui réfléchissent à la régulation de ces matières premières agricoles, il y a de très nombreux représentants de l'ISDA, donc ça pose évidemment des problèmes en termes de légitimité et puis tout simplement d'efficacité de la régulation. Je terminerai simplement en donnant une anecdote pour comprendre la difficulté de réguler cette question. Le régulateur américain, sur ces marchés dérivés, donc la CFTC, a instauré des limites de position pour empêcher que certaines matières premières agricoles puissent voir leur cours flamber lorsque trop d'investisseurs s'engageraient sur ces sous-jacents. Et qu'a fait l'ISDA et une autre association représentative des investisseurs, eh bien, elle a attaqué en justice cette réglementation du régulateur, parce que oui, effectivement, ça enquiquine beaucoup de monde lorsqu'on veut limiter la spéculation sur les matières premières agricoles. Et donc, la CFTC a dû revenir sur sa position et proposer de nouveaux règlements. Donc, on va s'arrêter là dans la présentation technique de ces enjeux, mais on va dire tout est encore à faire, sachant que les choses ont quand même beaucoup bougé depuis ces dernières années. Il y a quand même l'idée aujourd'hui en matière financière, et ça c'est une idée assez nouvelle, que ces produits dérivés de plus en plus doivent réintégrer le giron des marchés réglementés, doivent être assimilés finalement à des instruments financiers classiques. Et si on parle d'instruments financiers classiques, cela suppose qu'ils soient suffisamment standardisés pour pouvoir être compensables dans des chambres de compensation. Et donc on en revient à la question de qui fait ces contrats, c'est-à-dire la question des conflits d'intérêts au sein de l'ISDA. Voilà, je m'arrêterai là.